Bienvenue sur le podcast Brain Moving, qui traite des émotions et de la performance au travail. Ce podcast est co-animé par Aymeric Guyot, professeur en neurosciences, et moi-même, Sylvain Renoux, expert en communication. Notre objectif est d'échanger ouvertement sur la communication interpersonnelle, la préparation mentale, la prise de parole en public, les neurosciences et la négociation, pour vous aider à mieux vous connaître. Salut Sylvain, bonjour à toutes et à tous. Moi je me présente, Aymeric Guyot, je suis enseignant-chercheur en neurosciences. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais interviewer aujourd'hui mon associé, Sylvain Renoux, qui est un expert dans le domaine de la prise de parole et de la communication interpersonnelle. Et ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on puisse avoir un premier podcast d'une série qui va s'intéresser à la prise de parole en public. La prise de parole en public, c'est peut-être une des plus grandes peurs, en tout cas une des appréhensions les plus fréquentes qu'on peut rencontrer lorsqu'on s'adresse à différents types de personnes qui sont amenées à prendre la parole à un moment donné dans leur cadre professionnel ou dans leur vie. Et ça fait naître tout un tas d'appréhensions et de questionnements qui permettent d'envisager des outils, des approches qui vont les amener à être de plus en plus efficaces. Et aujourd'hui, Sylvain va commencer à nous donner des éléments de recette ou des ingrédients qui vont nous permettre de peut-être mieux appréhender ce que c'est cette prise de parole en public. Et ce que je vous propose dans ce premier podcast, c'est d'avoir peut-être une vue un peu macroscopique, un peu générale, qui va nous permettre d'apprécier véritablement les enjeux de la prise de parole en public, pour qu'on puisse, dans les épisodes suivants, revenir sur des éléments peut-être plus précis, plus concrets, plus spécifiques, et approfondir finalement certains des ingrédients que Sylvain va nous présenter aujourd'hui. Et Sylvain, ma première question, elle va être super simple et super vaste de manière générale, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se la pose. C'est qu'est-ce que c'est pour toi une prise de parole efficace face à un auditoire? Quels sont les leviers, quels sont les ingrédients qui composent ou qui caractérisent ce qu'on pourrait appeler une prise de parole efficace? Effectivement, c'est une question assez vaste parce qu'il y a énormément d'ingrédients qu'on peut analyser dans une prise de parole en public. Et pour moi, un des facteurs de réussite premier, c'est d'avoir réussi à vivre le moment présent en étant détendu Ok. et le plus authentique possible. Ça serait dans un monde idéal sans rentrer dans la technique pure de la prise de parole en public. Mais c'est quand même un état que j'aime aller rechercher quand j'accompagne des gens en prise de parole en public, parce que ça permet, dans la détente, d'être plus à même d'appliquer des techniques, mais surtout dans la détente aussi de mieux se connecter à son public. OK. C'est intéressant parce qu'en fait, d'entrée de jeu, tu pointes sur, 2 aspects qui sont pas opposés et qui sont en réalité complémentaires et le premier que tu cites, c'est l'état que tu vas ressentir, l'état dans lequel tu vas Mmh. être, ce que tu vas percevoir, du contexte finalement dans lequel tu prends ta prise de parole. Alors que souvent, peut-être, les gens vont focaliser de manière intuitive sur, l'efficacité de la prise de parole, c'est-à-dire, le message qu'on veut faire passer, l'élément de d'orientation ou comment dire? D'arriver à convaincre son auditoire, donc plutôt sur des éléments factuels de la prise de parole, plutôt que sur des éléments ressentis. Alors on est d'accord que les 2 vont s'imbriquer, hein, on va certainement beaucoup en parler Mmh. aujourd'hui et vont même de manière réciproque, s'influencer. Hem Et du coup, si on laisse de côté pour le moment même s'il est hyper important, ce côté ressenti, c'est quoi pour toi les ingrédients? Quels sont-ils les ingrédients majeurs vraiment de la réussite d'une bonne prise de parole? De manière un peu plus factuelle et après on reviendra sur le ressenti, hein, de l'individu. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, pour moi, il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent en jeu, c'est-à-dire dès le moment où tu vas commencer à faire une prise de parole en public, c'est qu'il y a un objectif, quelque part. Et l'objectif, il est aussi complexe parce que dans un objectif, il y a des fois des sous-objectifs, plusieurs objectifs. Par exemple, si on t'invite à venir parler à un endroit devant une audience, il y a l'objectif de la personne qui t'invite. Il y a ton propre objectif de pourquoi est-ce que tu viendrais parler ici, en lien souvent avec des objectifs de carrière ou de développement de projet. Et puis, il y a un objectif personnel qui est en lien avec sa propre personne, c'est-à-dire l'image et la manière dont on va vouloir se représenter en tant que personne. Et d'ailleurs, ce dernier objectif, il est tout le temps présent et il est souvent assez vicieux d'ailleurs à, à,
à comprendre comment naviguer avec cet enjeu-là. Ensuite, il y a la compréhension de son audience. Il y a la proposition de valeur que tu vas partager à cette audience même, une fois que tu l'auras comprise, cette audience. Une proposition de valeur, c'est toujours quelque chose aussi d'assez compliqué à créer, qui est toujours en perpétuelle évolution. Quand je parle de proposition de valeur, on pourrait parler de vision aussi, d'une vision globale dans lesquelles tu vas intégrer des valeurs, mais des valeurs que toi tu as, mais des valeurs ajoutées que tu pourrais proposer à ton audience. Ensuite, par rapport à ces propositions de valeur, tu vas créer un message. Donc, comment tu vas structurer ton message? Ici pourrait intervenir ce fameux storytelling. À quel point raconter une histoire te permettra de créer un ancrage sur ton public pour que celui-ci retienne des choses beaucoup plus factuelles. Après, il y a le corps, les techniques corporelles. C'est-à-dire qu'on nous a toujours demandé de parler devant des gens, dès l'école, mais on nous a jamais dit quoi faire du corps. Et je suis convaincu que si on n'apprend pas à réimbriquer son corps dans ces processus, de toute manière, ça sera compliqué de faire une bonne prise de parole en public. Aussi parce que, quand je disais avant sur l'importance de l'état est directement en lien avec le corps aussi. Le corps et l'esprit. Et c'est ce lien entre le corps et l'esprit qu'il faut recréer avec un cahier des charges assez précis sur les techniques corporelles. D'ailleurs, dans les formations de prise de parole en public que je donne, les formations de groupe, pas le coaching individuel, on travaille que les techniques corporelles et ça vient débloquer énormément de choses. Après, il y a la préparation mentale, c'est-à-dire comment tu vas réguler ton stress, comment tu vas gérer ton stress et réguler tes émotions. Et ça, c'est des choses, les émotions et le stress qui peuvent venir empêcher l'application de certaines techniques, voire même t'empêcher de réellement vivre le moment présent et de te connecter réellement aux personnes qui sont en face ou au moment présent. Et puis, une fois que tu as terminé une prise de parole en public, il y a souvent ces fameuses questions ou interactions que tu auras avec ton audience. Et il faut aussi avoir des stratégies sur la manière dont tu vas rentrer en contact avec les gens. Donc ça, c'est un peu tous les ingrédients que je vois autour de la prise de parole en public, en sachant que ça doit toujours venir servir un projet ou une quête particulière. Ça fait pas mal d'ingrédients, donc ça dégage aussi pas mal de pistes de travail et de perspectives et d'outils qu'on va pouvoir utiliser pour peut-être faire une bonne prise de parole, en tout cas vivre une bonne prise de parole. Et puis c'est peut-être ça éclaire aussi sur la complexité de la situation, du contexte et des enjeux qui sont derrière tous ces ingrédients-là. Et ce qui est intéressant, ce que tu disais en préambule, c'est que finalement, on peut presque les résumer en disant que finalement, quand tu es dans l'instant présent, quand tu vis bien ta prise de parole, c'est que tu arrives à maîtriser les différents ingrédients qui la composent. Pas toujours de manière stratégique, j'imagine aussi de manière très automatique ou très spontanée. Et finalement, le ressenti il va être hyper important et il va te donner l'impression d'avoir peut-être convaincu ton auditoire, maîtrisé ta prise de parole, résolu les problèmes posés par ces différents ingrédients-là. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu proposes, c'est qu'on retrouve vraiment cette liaison corps-esprit. Et tu l'as évoqué sur l'importance du corps notamment, et le fait de faire passer à travers le corps l'état d'esprit, l'état dans lequel on va se trouver, l'état interne et tout ce qu'on va ressentir, et toutes ces liaisons entre justement la pensée, les émotions et puis la performance qui est reflétée ici dans la prise de parole. Et alors de manière toujours un Mais petit peu... je rebondis juste là-dessus parce que l'état dans lequel tu vas te retrouver, cet état de détente et de disponibilité. En fait, dans les formations de prise de parole en public que je donne, j'essaye d'aller rechercher 4 ingrédients clés à travers de la technique. C'est être détendu et dynamique. C'est-à-dire dynamique avec ton corps, mais complètement détendu. Parce que si t'es pas détendu, tu vas te fatiguer. Et si t'es pas dynamique, tu seras mou dans ton intervention. Ensuite, c'est être disponible, c'est-à-dire vivre le moment présent, intégrer ce qui se passe réellement pendant ta prise de parole en public, et puis ensuite être connecté, c'est-à-dire aller chercher une forme de complicité
avec, avec ton public, avec ton audience. Et il y a une chose importante à prendre en compte là-dedans, il y a différents types de prise de parole en public. Parce que quand on utilise ce terme prise de parole en public, il pourrait y avoir cette tendance d'imaginer une personne devant une immense audience. Alors ça, c'est un des contextes dans lesquels tu vas faire une prise de parole en public, qui serait une forme de conférence par exemple. Mais pour moi, la prise de parole en public, c'est aussi une réunion avec des collègues où tu te retrouves à 2, 3, 4, 5 personnes autour d'une table. Quand tu dois intervenir ici, les techniques seront les mêmes que quand tu fais une conférence. Par contre, les enjeux seront complètement différents. Et quand tu as l'habitude de côtoyer des gens, par exemple des collègues qui sont extrêmement proches ou bien des personnes avec qui tu as l'habitude de travailler, que tu connais bien ta thématique, que tu as bien perçu les enjeux au travers cet objectif, tu vas commencer à découvrir ce que c'est d'être détendu dans le fait de parler en public. C'est cet état-là qui est intéressant d'aller rechercher. Ouais, dans les termes que tu utilises, ça résonne beaucoup, les termes de connecté, détendu, dynamique. Ça veut dire qu'à un moment donné, une bonne prise de parole en public, tu me dis si je me trompe, c'est, quelque chose qui va dépasser les stratégies, qui te permettent de rendre certains de ces ingrédients factuellement, observés et efficaces. Et que au delà de la stratégie, il faut passer un step supérieur, une étape qui va t'amener à finalement vivre le moment présent en étant suffisamment détendu, mais suffisamment présent dans un état dynamique au niveau corporel, d'être connecté à ce que tu dis, mais sans être dans le calcul et la stratégie de tout ce que tu vas dire. Donc, il faut trouver un petit peu ce paradoxe-là. J'aime bien le terme d'exigence paradoxale, qui va faire que là, pour le coup, tu vas réunir les ingrédients et les conditions d'une bonne prise de parole, d'une bonne communication interpersonnelle, même au-delà d'une prise de parole. Alors, les deux se répondent. Et la technique va venir amplifier l'impact que tu auras sur ton audience. Ça, c'est certain. Et le fait de connaître la technique, c'est quelque chose d'important. Ça demande un petit entraînement pour réussir à l'implémenter. Ça, c'est une chose. Quel que soit le contexte, parce que tu peux t'apercevoir qu'en fin de compte, des fois, tu fais des réunions avec des collègues avec qui tu te sens extrêmement détendu, et c'est un état qui est désirable. C'est un état dans lequel tu vas réussir de facto plus de choses. Par contre, il y a des prises de conscience sur le fait que techniquement, des choses ne sont pas appliquées pour certaines personnes. Et dès le moment où elles commencent à les appliquer, elles arrivent à amplifier l'impact qu'elles vont avoir sur leur audience. Je te donne un exemple. J'ai eu une personne dans une de mes formations, c'était une dirigeante qui devait briefer son équipe tous les lundis. En briefant son équipe, elle était plutôt détendue. Elle était plutôt OK à l'idée de faire cet exercice. Elle avait toujours 20 minutes de questions derrière pour essayer de recomprendre l'objectif. En se concentrant sur de la technique corporelle, mais aussi sur la manière de délivrer le message, elle avait plus de questions. Il y avait plus ces 20 minutes de questions derrière. Donc là, ça devient intéressant d'implémenter la technique. Ensuite, par rapport au fait de se sentir détendu, il y a indéniablement un lien avec l'exposition et l'expérience. C'est-à-dire, plus tu vas t'exposer dans des situations auxquelles tu n'as pas l'habitude et reproduire ces situations, plus tu vas acquérir une forme d'expérience, de connaissance de ce terrain-là qui va te permettre de te sentir plus confortable aussi. Donc, tu vois, par exemple, toi, Émeric, tu as fait un TEDx. Le stress que peut générer un TEDx, si tu devais le faire 100 fois, tu n'aurais pas le même stress que la première fois. Donc, il faut continuellement et volontairement s'exposer pour s'améliorer. Ouais, alors tu une question que j'avais à l'esprit sur le rôle de l'expérience justement. Il me paraît assez évident qu'effectivement l'expérience va te permettre d'appréhender de plus en plus sereinement, une prise de parole, quel que soit le contexte dans lequel tu l'as fait. Est-ce que pour toi ça va alors au niveau stratégie, et technique également, je pense que l'expérience va faire que tu maîtrises mieux les outils, les techniques que tu vas mettre au service de ta prise de parole. Et puis finalement, il reste un aspect qui est la faculté d'adaptation par rapport à son audience, par rapport au feedback que tu vas prélever de ton audience. Est-ce que là aussi l'expérience te permet finalement de mieux gérer ou contrôler cette adaptation cet ajustement à l'audience que tu vas avoir, de manière systématique ou pas?
Ce que j'aime avec la technique par rapport au bilan, par rapport à la manière d'analyser ce qui s'est passé, c'est que la technique permet de faire un bilan concret, c'est-à-dire basé sur des choses qui sont objectivement observables euh, et qui essayent d'être le plus objectif possible, parce que souvent le bilan, il se fait pas forcément avec d'autres personnes, il se fait avec soi-même, et il y a les pires personnes, c'est quand tu as un jugement envers toi-même. C'est la pire personne envers moi-même, c'est moi-même au final, dans la manière de me juger. Donc la technique, c'est pour moi une forme de stratégie qui évite de se juger sur l'estime de soi. De se dire, ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Qu'est-ce qui m'a empêché potentiellement d'appliquer certaines techniques? Et qu'est-ce qui me permettrait de le faire la prochaine fois? Est-ce que ça veut dire que systématiquement, pour toi, je laisse de côté le biais perceptif qu'on peut avoir, mais est-ce que systématiquement, ça veut dire que avoir un ressenti positif, comme quoi on a été détendu, serein, efficace et convaincant, c'est un signe, nécessaire et systématiquement nécessaire d'évaluation d'une bonne prise de parole? C'est des ingrédients qui sont importants, mais je ferai une analyse sur des choses plus techniques aussi. OK. En lien avec, par exemple, sur les techniques corporelles, en lien avec le regard, en lien avec la posture, Mmh. en lien avec la voix. Comment est-ce que tu vas analyser ces techniques-là pour, pour continuellement t'améliorer et explorer de nouvelles choses? OK. Alors de manière un peu générale, quels sont pour toi les moments clés, qui pourraient, non pas garantir, mais augmenter les chances de faire une bonne prise de parole et d'être, à la fois convaincant et convaincu par sa propre prise de parole? Les moments clés pour moi, ils sont toujours avant la prise de parole en public. C'est-à-dire bien avant la prise de parole en public. Les le contenu, maîtriser son contenu, c'est une chose qui va avoir un impact. Quand tu viens en maîtrisant pas forcément très bien ton contenu, forcément ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un esprit fluide. Les techniques corporelles, une fois que je les partage à des gens que j'accompagne, l'idée c'est d'essayer de les appliquer à plein d'endroits où il y a aucun enjeu Mmh. pour commencer à se les approprier. Et plus tu vas appliquer des techniques là où il n'y a pas d'enjeu, plus ça sera facile de les implémenter quand il y a des enjeux. Et si tu attends le moment où il y a un grand enjeu pour implémenter des choses, généralement tu n'y arriveras pas. Donc c'est tout cet entraînement et puis aussi cette prise de conscience sur qu'est-ce qu'elles te font, certaines techniques. Par exemple, quand je parle de technique, je parle pour les techniques corporelles, je prends comme exemple le regard. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait quand je m'adresse à quelqu'un en le regardant réellement dans les yeux? Et il y a des personnes qui sont très intimidées à cette idée-là, de vraiment fixer une personne dans les yeux. Il y en a d'autres qui, tout d'un coup, découvrent une forme de confort là-dedans et qui vont s'amuser à amplifier ce confort en continuant à implémenter le regard. Et plus tu vas le faire et découvrir ce que ça fait sur toi avant une intervention à fort enjeu, euh, moins tu auras de surprise quand tu es en train d'intervenir sur une situation où tu veux obtenir des choses importantes ou bien un moment important pour toi. Les éléments que tu donnes font assez facilement, hem, avoir à l'esprit que la préparation mentale est vraiment un outil qui va être, hyper intéressant dans la préparation à toute prise de parole. Oui, oui, et puis la préparation mentale, je l'ai survolé dans les ingrédients que tu disais avant, mais ça ouvre un univers énorme. Parce que dans la préparation mentale, c'est là où je mets la gestion du stress et puis la régulation des émotions. Et, et ça, déjà, c'est un travail sans fin. C'est un travail que on va faire toute notre vie. Et puis, tu auras peut-être des personnes qui seront de passage dans ta vie pour t'accompagner ou te faire évoluer dans la manière dont tu géreras le stress et réguleras tes émotions. Et, mais c'est quelque chose qui sera toujours là. Donc, et c'est sans fin parce que ça vient
forcément, ça fait ressortir la manière dont tu t'es construit aussi en tant que personne. C'est-à-dire, quand tu es face à la gestion du stress, qu'est-ce qui est stressant pour la prise de parole en public? La grande majorité du temps, c'est le jugement des autres, donc le regard des autres. C'est la manière dont tu vas t'intégrer dans un groupe. Donc ça te replonge dans des manières dont tu t'es construit durant ton enfance, durant ton adolescence, avec tes parents. Alors c'est des choses qui peuvent ressortir comme ingrédients parce que c'est des pensées qui surgissent. Quand je fais du coaching individuel, c'est des choses où on va moins là-dedans qu'on fait des formations en groupe. Donc, Mais parce que ici, c'est spécifiquement de la préparation mentale et pas nécessairement une formation sur des techniques corporelles de prise de parole en public. Et quelque part, ça met en évidence, même si c'est jamais binaire, mais une sorte de chronologie entre l'état dans lequel tu te trouves et tu te prépares, et puis les éléments stratégiques, la technique que tu mets au service de ta prise de parole. Est-ce que cette chronologie-là, elle est systématique pour toi? Est-ce que vraiment les conditions d'une bonne mise en application des techniques que tu apprends et que tu maîtrises au fur et à mesure de tes formations, elles nécessitent au préalable que tu sois dans un état justement où tu gères tes émotions, où tu régules le stress, où tu finalement tu trouves une forme de sérénité préalablement à la mise en situation? Ça dépend des gens que je rencontre parce que tout le monde vient d'un endroit très très différent. Je dirais le point commun que j'ai avec toutes les personnes que je rencontre en termes de prise de parole en public, d'accompagnement de prise de parole en public, le point commun, c'est de refaire une connexion entre l'esprit et le corps. Ça, c'est un truc où on peut toujours repartir de très loin là-dessus, voire de zéro là-dessus. Et c'est important de comprendre comment faire intervenir son corps quand on se représente et comment le corps va venir stimuler l'esprit et vice versa. Parce que ton esprit sera moins fluide si t'es pas ton esprit sera moins fluide si t'es pas connecté avec ton corps et si ton corps n'est pas dynamisant pour ton esprit. Ça, c'est une chose. Après, pour tout le reste, ça dépendra vraiment des personnes. Et puis, il y a sur la préparation, il y a des personnes qui se mettent énormément de pression sur le contenu, par exemple. Il y a d'autres personnes qui se mettent beaucoup de pression sur des symptômes physiques qu'elles ont quand elles parlent en public plus que sur le contenu. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont très très au point avec le contenu, mais qui se sentent bloquées corporellement, par exemple. Donc ça, à chaque fois, il faut faire du sur-mesure. Je vais rebondir sur tes 2 exemples parce que sur les 2 exemples que tu prends, il y a celui ou celle qui a peur de ce qui va être dit et peut-être du regard de l'autre sur la maîtrise, qu'on va avoir du discours, du contenu, et puis il y a la peur du regard de l'autre sur finalement, ce qu'on va montrer à travers notre corps, à travers notre enveloppe, de la personne qui prend la parole. Et du coup, est-ce que tu es d'accord? Je vais volontairement prendre une position un petit peu arrêtée, un petit peu forcée, mais est-ce que finalement la peur de parler en public pourrait pas être systématiquement ou très fréquemment liée à la peur de s'exposer à autrui? Et à la peur du regard, que va avoir autrui sur nous, du jugement que pourrait avoir autrui sur nous, finalement presque indépendamment, du contenu de ce qu'on va raconter? Mais plus que la peur d'être exposé, je pense que c'est la peur d'être rejeté. Mais et de nouveau, ça dépend de la personnalité des gens et ça dépend d'où partent les gens. Parce que si tu prends le rapport au regard des autres, et puis on pourrait faire un podcast entier sur le regard des autres d'ailleurs, il y a des gens qui vont se mettre une pression sur l'idée de ne pas être compétent ou compétente face à des personnes. C'est-à-dire, ça va mettre en avant ce fameux syndrome de l'imposteur. Je ne me sens pas légitime d'être ici, ou les gens vont penser que je suis pas légitime d'être ici. Mais il y a d'autres personnes qui ont une tendance plus narcissique et qui vont se dire, de toute manière, moi je suis complètement légitime ici, je rends service aux gens sur le fait d'être là, mais ça veut pas dire que ces gens n'ont pas de pression par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces gens
auront besoin d'un regard admiratif. Et si ces personnes n'obtiennent pas ce regard admiratif, ça va les déstabiliser. D'où la Donc, nécessité de mettre au point des stratégies, soit online, directement sur le moment, soit de manière préparatoire, pour aussi être capable de se détacher de ces retours qu'on attend ou de ces retours qui seront différents de ceux qu'on aimerait avoir. oui, ça, c'est un des exercices que j'aime bien faire dans la préparation mentale, quand j'accompagne des gens en préparation mentale, c'est de créer déjà l'écosystème des personnes qui vont être, qui sont impliquées de près ou de loin dans ton intervention. Mais quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut être aussi quand j'accompagne des athlètes sur leur performance. Et là, on n'est plus dans forcément de la prise de parole en public. Mais si je fais ce lien, c'est que pour moi, la prise de parole en public, c'est une forme de performance sportive d'ailleurs. Je le mets vraiment dans la catégorie performance sportive. Dès que tu as l'écosystème des personnes impliquées de près ou de loin de la performance que tu vas faire, tu t'aperçois qu'il y a des personnes qui sont très proches, qui sont plutôt éloignées en lien avec la tâche que tu dois réaliser, mais le regard, la pression du regard des gens, des fois il y a des personnes très éloignées de toi qui te mettent beaucoup de pression alors qu'elles ne sont potentiellement même pas présentes quand tu fais l'intervention. Donc c'est intéressant de voir aussi, de prendre du recul sur l'importance que tu vas porter au regard des autres. Et tout le monde a un rapport complexe à ça et personne n'est détaché au regard des autres. Ouais, Des puis autres. ce Et que je tu dis pars fait vraiment du écho principe à d'ailleurs des que tous aspects les qui sont liés à la problèmes sont charge des problèmes mentale de aussi. relations interpersonnelles. Ouais, ce que tu dis fait écho aussi à des problèmes qui sont liés au concept de charge mentale. C'est-à-dire que ça résonne beaucoup là dans les propos que tu tiens sur la notion de contrainte et d'astreinte, c'est-à-dire la difficulté objective à laquelle je fais face lorsque je suis dans une prise de parole qui est liée au contexte, à l'audience, aux objectifs que tu évoquais tout à l'heure et à la réalité des faits, au moment où tu prends la parole. Et puis toute l'astreinte, c'est-à-dire la difficulté, la charge mentale perçue. Toutes les représentations que tu te fais, tu évoquais, des personnes qui sont pas forcément présentes, mais qui peuvent à un moment donné, avoir exercé une influence, avoir mis une forme de pression. On est vraiment face à une situation, ouais, qui se rapproche de la performance sportive, hein, pour le coup. Oui, et ce que tu viens de soulever amène cette fameuse création de pensées limitantes. Et la création de pensées limitantes, c'est quelque chose qu'il faut essayer de court-circuiter le plus vite possible. Par exemple, je suis dyslexique. Je l'ai toujours été, je le suis encore. Je sais que par moment, ça peut m'arriver de buter sur des mots, ou bien quand je dois lire un texte devant des gens, ça me met en tension. Pendant longtemps, quand je faisais des interventions parlées devant d'autres personnes, c'était une source de stress, c'était un facteur de pression que je me mettais en me disant il faut surtout pas que je bute sur un mot parce que sinon on va se dire que je parle pas bien. Ça, il faut essayer de court-circuiter le plus vite possible parce que ça vient jamais au service de Mmh. ton intervention. Je voudrais revenir sur ce terme de performance parce que tu m'offres une transition encore une fois avec une des questions auxquelles j'avais pensé, c'est que je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que la prise de parole, ça peut dépasser la simple communication, au sens restrictif du terme, entre 2 personnes ou entre une personne et une audience, mais que ça peut carrément prendre l'aspect d'une performance, d'un art. D'ailleurs, je pense que tu utilises, de le principe d'art oratoire, hein, je t'ai déjà entendu, utiliser cette Mmh. formulation-là et du coup, quelle est pour toi la connexion, entre le fait de parler en public, heu, sous forme d'art oratoire, hein, de création et le concept de vérité et d'authenticité. Tu as évoqué tout à l'heure en introduction, que c'était vraiment hyper important de rester authentique et que l'authenticité, c'était finalement un des reflets d'une bonne prise de parole. Donc quelle est la connexion pour toi entre aller jusqu'à quelque chose qui relève de l'art, de la performance et en même temps rester authentique? Ouais, c'est une super question qu'on ne m'a jamais posée d'ailleurs. J'aime bien le terme art oratoire et je l'aime pas en même temps. Déjà, hein, parce que je le trouve un peu compliqué, ce terme. Donc, je l'utilise pas forcément souvent. Et d'ailleurs, tu vois, je l'ai même pas utilisé Mmh, c'est vrai. jusqu'à présent. Ce qu'il y a d'intéressant dans le terme art oratoire, c'est cette notion d'art. Euh, parce que
l'art, ça ramène à quelque chose de presque scénique, ça ramène à une performance, à une forme de performance artistique. En l'occurrence, quand tu fais une performance artistique quelconque, la plupart du temps, tu te crées des boucliers en lien avec le fait que tu représentes quelque chose qui va au-delà de ta propre personne. J'ai l'impression. Mmh. Je fais ce lien avec le métier de comédienne, par exemple. Où tu vas endosser un personnage Ouais, une forme pour incarnée, ouais. une forme incarnée de quelque chose qui ne te représente pas complètement. Donc il y a quand même une distance identitaire qui permet de prendre du recul sur le fait que tu n'es pas jugé toi directement en tant qu'individu. J'adore. Mais je le vois aussi parce que je fais de l'improvisation théâtrale et quand je joue sur scène en impro, je ressens pas du tout les mêmes stress que quand je vais faire une prise de parole en public parce que l'enjeu est complètement différent, parce que je sais que je peux me cacher derrière un personnage puis qu'on va juger une forme de performance artistique et non pas l'identité Mmh. de Sylvain Renoux. Ouais, En ouais, l'occurrence, quand tu viens faire une prise de parole en public, t'as moins ces boucliers, donc tu as des enjeux identitaires assez forts en lien avec le fait que on va te juger, puis on va décider si tu es quelqu'un de confiance ou pas, ou si tu es quelqu'un avec qui on a envie de faire un bout de chemin ou pas. j'adore le concept de distance identitaire là, que tu évoques. Et alors du coup, j'ai 2 questions en une, mais, ça veut dire quoi pour toi être authentique dans une prise de parole, de manière générale et indépendamment du rôle incarné qu'on pourrait avoir, quand on veut créer une forme d'art, à l'image des comédiens que tu prenais. Donc ça veut dire quoi pour toi être authentique ou rester authentique et pourquoi c'est un levier vraiment d'efficacité? Et deuxième question qui va avec, c'est est-ce que quand tu es dans un rôle un peu plus incarné et que tu mets du coup, l'art au service de la performance, avec cette distance identitaire qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut rester pour autant authentique? Mais je pense qu'on peut rester authentique en s'appuyant sur des techniques en lien avec l'art. Par exemple, s'amuser, puis ça on pourra en discuter dans l'imagerie motrice ou bien l'imagerie mentale. Et j'aimerais t'amener sur ce terrain d'ailleurs, dans un autre podcast, de réussir à s'imaginer une scène où corporellement ou en termes de posture ou d'attitude, tu changes juste des toutes petites choses en t'inspirant d'un personnage d'un film ou d'une série ou d'une personne que tu connais. Ça va pas forcément briser l'authenticité, ça va venir lui amener une autre couleur. Après, l'authenticité, c'est quelque chose de compliqué, mais si je devais le résumer, c'est d'être aligné avec soi-même. Donc, en cohérence avec ses valeurs, en cohérence avec ses valeurs. OK, intéressant. Ce que tu évoques, me fait penser à un protocole en imagerie d'ailleurs qui évoque ces éléments-là justement de retouche ou de modification d'un scénario justement, donc c'est hyper intéressant. Si on va encore un tout petit peu plus à l'extrême, alors c'est vraiment histoire d'aller dans des situations où on utilise la prise de parole, donc on pourrait même aller jusqu'à de la suggestion, voire de la manipulation, où tu mets la coloration éthique par rapport à ça? Parce que dans la prise de parole, il peut y avoir, le fait de convaincre son audience, le fait de faire passer un message. On revient aux objectifs que tu évoquais au tout début, donc le fait de parfois passer un message, qui va, être différent ou pour orienter, pour, «manipuler» entre guillemets son auditoire et où est l'authenticité ici? Comment elle se situe par rapport à la coloration éthique qu'on pourrait avoir? Est-ce que toi tu as déjà réfléchi un peu à ces aspects-là? Oui, si je devais tous ces aspects-là, si je devais les mettre dans une catégorie, c'est l'intention. Quelle est l'intention de la personne? Et c'est pas forcément quelque chose d'évident parce qu'il y a des personnes qui arrivent bien à cacher leur intention profonde et puis qui ont potentiellement des projets qui sont néfastes pour les autres ou qui sont des projets très auto-centrés sur leur propre carrière, par exemple. Euh, et pour moi, l'intention, c'est une question qui est centrale quand tu vas faire une intervention, parler, quand tu vas parler avec des gens, quand tu vas faire une réunion,
quand tu vas faire une conférence, quelle est ton intention à ce moment-là? Ça permet de recadrer l'objectif, ça permet aussi dans l'intention de mieux comprendre comment tu vas rentrer en contact avec ton audience. Ça permet de définir les rôles, grosso modo. Et toutes ces dimensions manipulatives, elles sont en lien avec des projets et des intentions précises que les gens vont mener. OK, ouais, mais ça résonne beaucoup ce concept d'intention, qu'on va retrouver également dans le travail mental, qui est un peu plus proche du domaine que j'ai. C'est quelque chose qui est pas simplement symbolique, mais qui va véritablement inscrire la logique de ce que tu veux faire, de ce que tu veux imaginer, de la manière dont tu l'appréhendes. Donc je pense qu'effectivement, ouais, ça résonne fort. Oui, et puis, mais parce que je, je, il- je suis d'accord avec toi que c'est pas un mot vide, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur toi direct, les intentions. Et quand les intentions de plusieurs personnes ne se rencontrent pas, ça fait des montées d'émotions. Mmh. Souvent, dans une réunion, quand il y a une personne qui a l'intention de s'ouvrir un peu plus et puis d'essayer de traiter sous un autre angle un problème, et puis que derrière il y a une autre personne qui a une intention d'obtenir des choses pour elle-même et puis d'être un peu agressive, ben ça va créer des tensions relationnelles qui vont générer des émotions, c'est sûr. C'est top, ouais. Si je reviens sur ce que tu disais au début et même quelque chose finalement qui était assez présent, tout au long de l'échange, c'est que finalement dans la prise de parole, dans la communication interpersonnelle, quelle que soit l'intention et l'objectif qui va y avoir derrière, hein, j'ai bien compris que ça c'était un élément qui façonnait véritablement la prise de parole. Mais, il va y avoir évidemment, des choses qui vont relever du discours et donc des stratégies, de mise en place du discours, mais on l'a dit, énormément de choses également qui ne vont pas passer par la parole. Ce qui permet finalement de mettre en lumière le fait que à faire une bonne prise de parole, et j'insiste sur les termes prise de parole, ça passe aussi par des éléments qui ne relèvent pas de la parole et du discours. Et l'exemple du corps, c'est un très bon exemple pour ça. Mhm. Mais ça ne fait pas tout. Et il faut créer vraiment un bon équilibre. Quand on parle de prise de parole en public, il faut créer un parfait équilibre entre le verbal, le paraverbal et le non-verbal. Et avoir une approche, une compréhension sur ces trois thématiques. Donc le verbal, ça va être des stratégies rhétoriques en lien avec la construction de ton message. Le paraverbal, ça va être en lien avec la voix et les mélodies, les rythmes que tu vas amener dans le contenu que tu proposeras. Et puis le non-verbal, ça va être en lien avec ta posture. Super, super intéressant. Est-ce que alors, on aura l'occasion de revenir, je pense, de manière beaucoup plus spécifique, hein, dans les prochains podcasts sur des éléments un peu plus, singuliers de ces différents ingrédients. Mais, Mhm. quand même pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu concret pour conclure cet échange un peu macroscopique encore une fois sur la prise de parole. Oui, très général, ouais. Là, comme ça, pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi les premiers tips, les premières techniques que tu pourrais proposer, de façonner, d'améliorer, sur lesquelles travailler pour, se donner un élan, qui va dans le sens de plus de sérénité, plus de présence et plus d'efficacité dans la prise de parole? Alors, si je peux donner un premier exercice aux gens qui nous écoutent pour entamer un travail d'amélioration sur sa prise de parole en public, avant même de rentrer dans les techniques. Et Dieu sait que je me réjouis d'ailleurs qu'on puisse avoir des épisodes où on va parler de techniques précises sur, par exemple, les techniques corporelles ou bien la préparation mentale, storytelling ou ce genre de thématiques. La première chose à faire, et c'est la première chose que je demande dans mes formations de prise de parole en public, c'est où vient se loger dans votre corps le stress. Et le stress vient toujours se loger quelque part dans le corps. Et ces éléments-là, c'est par exemple, il y a des gens, ils ont la gorge serrée, d'autres personnes qui vont avoir le ventre qui devient noué, le battement du cœur qui va plus vite, les battements du cœur, les mains qui tremblent, les mains froides, des montées de chaleur, devenir rouge, des symptômes physiques, les genoux qui tremblent.
Euh, Ces symptômes physiques, ils sont intéressants parce que quand on va rentrer dans les techniques corporelles, les techniques corporelles peuvent venir court-circuiter certains symptômes. La préparation mentale et puis la gestion au stress, la manière dont tu vas anticiper le fait que tu puisses être stressé, peut venir court-circuiter aussi ces symptômes-là. Et puis tout ce qui est en lien avec le monologue intérieur que tu vas te créer sur toi-même peut venir réduire ces symptômes-là. Donc c'est quelque chose de très vaste, mais c'est assez intéressant de comprendre quand tu es en situation de stress, qu'est-ce que tu ressens corporellement. Donc une phase d'observation de soi-même, essayer de Exactement. voir dans quelle mesure c'est une récurrence, qu'on a toujours les mêmes symptômes ou pas. Oui. Et ce Mhm. qui est bien, c'est que finalement on retrouve le fait qu'un des moments clés, c'est le avant, donc c'est avant même de prendre la parole. Et un autre élément clé sur lequel tu es beaucoup revenu, c'est le corps. Donc ça passe par le corps et donc il y a cette Oui. liaison corps-esprit qui est immédiatement présente Oui. et peut-être un des premiers éléments sur lesquels on peut ou on doit intervenir. Donc c'est, Oui, OK. exactement. Et puis, des fois, ce qui va être évident, c'est d'observer un symptôme physique directement. Et souvent, c'est quand tu es au moment de l'action, c'est-à-dire au moment où tu vas te lever devant une audience, ou bien arriver sur scène, ou rentrer dans une salle de conférence, bah, tu vas pouvoir ressentir des choses physiquement qui vont être évidentes. Après, il y a tous les symptômes physiques qui sont en lien avec la pensée. Et puis là, ça va peut-être surgir ou arriver en amont. Euh, C'est-à-dire au moment où tu vas penser à l'intervention que tu vas faire, direct derrière, tu vas ressentir des symptômes physiques. Parce que tu es dans l'anticipation de la performance et ça te met déjà dans un état. Donc tout ça, c'est intéressant d'observer parce que c'est des choses sur lesquelles il faut réussir à se baser pour comprendre ce qui se passe exactement à ces Donc moments-là. finalement, à celles et ceux qui nous écoutent, ayez une phase d'observation, sans forcément chercher à trouver des Mhm. solutions immédiatement, mais déjà une phase d'observation sur qu'est-ce qui se passe au niveau corporel, qu'est-ce qui se passe au niveau ressenti, au niveau perceptif, lorsque vous êtes amené à prendre la parole et peut-être dans plein de contextes différents pour voir justement, s'il y a des variations en fonction du contexte, de l'objectif, de l'importance, de l'enjeu, d'avoir cette phase d'observation, qui est une sorte d'élément diagnostique au départ. Et ça ouais, Oui. Et si je devais conclure, ouais, pardon, ça me faisait vas-y. naître une question atypique et puis après je te laisse conclure justement sur cette notion-là, c'est est-ce que Mhm. toi tu es partisan ou est-ce que tu as déjà fait, une observation de toi-même? C'est-à-dire est-ce que tu te parles à toi devant le miroir ou devant la glace pour, essayer d'initier une prise de parole et en même temps d'avoir un retour sur toi-même avec le jugement sur soi-même qui est pas facile, hein? Mais est-ce que ça tu l'as fait ou est-ce que tu utilises la vidéo? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait et est-ce que du coup, les symptômes physiques du stress perçu sont les mêmes dans ces cas-là? Parce qu'on est plus dur avec soi-même comme tu le disais tout à l'heure. J'aime, ouais, bien sûr. Non, j'aime utiliser la vidéo, c'est-à-dire quand j'ai l'occasion de pouvoir me filmer dans une intervention, j'aime pouvoir l'analyser avec les techniques que je connais et puis de faire le lien avec la pression ou le stress que j'ai ressenti. C'est-à-dire, ah tiens, je j'arrive pas à appliquer cette technique, je me sentais mal à l'aise à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma pensée? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'information que je devais traiter à ce moment-là? Donc la vidéo, pour moi, c'est un outil qui est génial C'est un pour bon ça. révélateur, hein, Et comme d'ailleurs, souvent. oui, bien sûr. Et puis devant un miroir, tu te regardes toi-même. Donc t'es pas devant une audience, t'es pas en pleine action. Donc ça représentera jamais la réalité. T'auras que des bilans qui sont fantasmés si tu le fais devant un miroir. Par contre, quand tu filmes en réalité, et c'est ce que je fais d'ailleurs dans les formations de prise de parole en public quand il y a plusieurs personnes, tout le monde est filmé à un moment donné, et puis ça permet d'analyser objectivement, au travers des techniques qui sont partagées, ce qui se passe, puis d'enquêter Mmh. après. Quelles ont été les pensées, les pressions ressenties à ce moment-là. Ou l'inverse, la détente ressentie, par exemple. Et si je devais clôturer sur la prise de parole en public, une chose qui revient tout le temps, et que je dis tout le temps aussi, c'est d'essayer de court-circuiter cette tendance auto-centrée en lien à la prise de parole en public.
Parce qu'en fait, la pression que des personnes peuvent se mettre à l'idée de parler en public les pousse à être dans des mécanismes autocentrés de leur propre performance, la manière dont elles vont être évaluées, la manière dont elles vont être intégrées. Et cette surobservation de soi, de cette manière-là, ne te mettra pas au service de ton audience. Et si je devais résumer l'exercice de la prise de parole en public, pour moi, parler devant des gens, c'est réussir à faire exister ces gens-là. C'est top ça. C'est un super mot de la fin. Et en même temps, c'est un super conseil, j'ai envie de te dire. Merci beaucoup, Sylvain, pour tous ces éléments d'éclairage qui appellent, je pense, plein d'approfondissements à travers les différents ingrédients que tu as proposés. Effectivement, comme tu le disais, on aura l'occasion, je pense que ça vaut le coup, et dites-le nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, de rentrer un peu plus en profondeur sur l'aspect technique, sur les éléments stratégiques qu'on peut développer et acquérir pour la prise de parole. Comme ce sera intéressant d'ailleurs d'aller aussi sur ses ressentis, sur cette notion d'intention, sur cette notion d'authenticité. Enfin voilà, il y a vraiment plein de pistes qui se dégagent et qui montrent que c'est loin d'être évident, et qui nous permettent aussi de comprendre ou de confirmer pourquoi c'est une des peurs les plus fréquentes que peuvent vivre les individus dans différents contextes d'ailleurs. Merci beaucoup, Sylvain. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce qui résonne, ce qui fait naître un certain nombre de questionnements, les éléments que vous aimeriez qu'on approfondisse sur cette notion de prise de parole. Merci, Émeric.